C'est un spot de décollage incroyable, hein. T'es au pied des falaises, quoi. C'est exceptionnel. C'est ton premier vol, Isadora? Oui. Tout va bien. Bon. Tout à fait. Je suis content que tu puisses vivre ce survol de ce beau village de Rocamadour avec moi. Ouais. Toi qui travailles avec les rapaces, qui les dresses, c'est toi qui voles aujourd'hui. C'est ça, exactement. J'explore les cieux. Alors comment tu ressens ce premier vol? Le silence qui est assez impressionnant. Ouais. Ouais, et qui est agréable. Et puis cette sensation d'être en apesanteur. Complètement. C'est très doux. Avec le lever du soleil, là, c'est vraiment sympa. Jean-Pierre, c'est certainement l'un des moyens les plus spectaculaires de découvrir ce village de Rocamadour, non? C'est un lieu unique en France où on peut encore décoller du pied du site de Rocamadour. Toi, tu es originaire du village? Je suis de Rocamadour, oui. Ouais. Je suis une autochtone. Moi, j'ai eu envie de découvrir le Quercy, cette ancienne province si stratégique au moment du Moyen-Âge, et puis qui a été ensuite répartie, divisée à la Révolution en plusieurs départements, le Lot où on est, le nord du Tarn-et-Garonne, et puis quelques petites communes de Corrèze, d'Aveyron et de Dordogne. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre tout ce patrimoine qu'on peut admirer à travers les villages et voir tous celles et ceux qui vraiment œuvrent pour mettre en avant ce territoire exceptionnel. Donc voilà, je suis très heureux de découvrir ça. Et alors regarde là, là c'est la cerise sur le gâteau. Ah, la vue est incroyable. Elle a la même hauteur que les oiseaux. Ah oui, c'est vrai. Voilà, soyez les bienvenus dans mes échappées belles, bienvenue dans le Quercy. Et on se laisse porter par le vent. On s'est retrouvés dans le Quercy, une région absolument fantastique qu'on ne connaissait pas du tout initialement. On roule jamais très longtemps avant de voir finalement des beaux villages, des châteaux, des monuments classés. Coup de foudre pour le Quercy. Je suis arrivée ici il y a 12 ans au départ pour un simple week-end et je suis tombée complètement amoureuse de la région. Je me suis dit ouais, c'est ici que je veux vivre. Jérôme Pittorin succombera-t-il lui aussi au charme de cette région atypique? Ouais, là je fais un filet mignon qu'on roule dans la truffe et dans le lard de Port-Gascon. Et puis on va le mettre en brioche et puis on goûtera ça ce soir. Quel endroit incroyable! J'avais jamais vu ça. Quand on a construit cette cave, on s'est dit on va faire notre chai d'élevage au milieu des jambons. Au programme. Et l'objectif, c'est de faire la guerre. Et la guerre, nous la faisons contre nos ennemis de toujours, les Anglois. Ah, les sales colons. Je suis pas du tout comédien au départ, hein. J'étais plombier. Ah oui, rien à voir. Rien à voir. D'accord. De l'action. C'est la consécration de toute une année de travail qui se passe aujourd'hui. C'est un des plus beaux jours de l'année pour moi. De l'émotion. De toute façon, l'agriculture, ça ne peut pas se concevoir sans transmettre. Les vieux disaient, on plante les arbres truffiers pour les petits-enfants. Et de la poésie. Je dis que je suis quercinois, je me sens faire partie de ce paysage, de ce pays. Avec ma pratique et ma vie, je façonne un peu le paysage, mais c'est surtout le paysage qui me façonne. Bienvenue dans le Quercy. Très bien ça. Voilà, parfait. Ah voilà ce qu'il me fallait, mon sang. Il y a plein de charme ce petit village. Hein. On est dans une cité médiévale. Oui. Tout le côté architectural qui est assez fabuleux avec tous ces édifices vraiment à flanc de falaise. C'est la cité des miracles également. 126 miracles qui ont été... 126 miracles 126 miracles. D'accord. Et alors comment se décompose finalement le village? On a 3 paliers si tu regardes. Donc là, le premier palier sur lequel on est, qui est la rue piétonne. Ensuite, tu as le second palier où on va retrouver le sanctuaire. Et le troisième avec le château.
qui vont représenter un peu les 3 ordres. Donc au premier palier, le tiers état, sur le second palier où tu as le sanctuaire, le clergé, et puis le troisième, la noblesse. Eh bien écoute, nous sommes arrivés au bout de la rue piétonne. On va pouvoir entamer l'ascension avec les fameuses 216 marches que l'on peut faire à genoux si tu le souhaites, afin de nous purifier. On arrivera ensuite au fameux sanctuaire que nous allons traverser pour prendre le chemin de croix qui nous emmènera tout en haut de Rocamadour. Et puis ensuite, point final, nous arriverons au Rocher des Aigles. Là où il y a tes oiseaux. Là où il y a mes oiseaux. Ah, allez. Allez. Courage. Alors tu peux les compter si tu veux être sûr qu'il y en ait bien 216. Je te fais confiance sur parole. Les pèlerins viennent ici toute l'année? Ouais, c'est vraiment une étape du chemin de Compostelle. Alors c'est vrai que c'est vraiment une toute petite commune où on a moins de 700 habitants. Et puis c'est quand même le deuxième site touristique religieux. On va brasser 1,5 million de personnes à l'année. 1,5 million. Donc c'est le deuxième site après le Mont-Saint-Michel en fait. Exactement. Donc là on se retrouve vraiment au cœur du sanctuaire. Alors, qui dit sanctuaire dit miracle. Quel a été le premier miracle ici à Rocamadour? Alors, l'un des premiers miracles, ça a été la découverte d'un corps parfaitement conservé au XIIe siècle d'un ermite qui avait vécu au 5e. Ah oui? Oui, qui s'appelait Amador. Amador. Qui signifie amoureux de Dieu et qui est devenu le saint Amador. Félicitations Jérôme, on est arrivé en haut de Rocamadour. Ça y est? Oui, ça y est. Ah, regarde, oui, le château, là. Le fameux château. On dirait presque une église avec ce clocher défensif. C'est un édifice qui a été construit au XIIIe siècle et qui a servi énormément, par exemple, pendant la guerre de Cent Ans. Alors on va s'approcher de ton lieu. Oui, en effet, et on va rejoindre nos fameux oiseaux. Eh bien, bienvenue au Rocher des Aigles, Jérôme. Voilà, nous y voilà enfin. Il y a combien d'espèces ici? On va avoir 300 oiseaux. Wow. Ouais. La vocation ici de ce site, c'est de protéger, c'est de montrer, de faire une prévention. C'est vraiment la sensibilisation pour apprendre aux gens à mieux connaître les oiseaux, les rapaces, pour avoir envie de les protéger. Alors, au sein de la structure ici, du Rocher aux Aigles, qu'est-ce que tu fais, toi? Alors moi, je vais faire de la présentation au public et puis également, je vais m'occuper du commentaire au micro pour expliquer aux gens les différentes espèces, les sensibiliser au maximum sur tout ça, les rapaces ou les perroquets. D'ailleurs, on va pas tarder à commencer, donc si tu es d'accord, je vais aller me préparer. Ah bah va. Et puis je vais te laisser t'installer et puis tu vas pouvoir découvrir tout ça. Ok, impatient de te voir œuvrer avec tes oiseaux. À tout de suite. À tout de suite, ouais. Allez, messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc au Rocher des Aigles. Vous allez assister à la présentation des rapaces et des perroquets. Tous les gestes techniques que vous observerez de la part des animaliers sont adaptés et acceptés par chaque individu. Les oiseaux sont en fait nos partenaires et vont vous présenter leur performance, alors non pas pour le show, mais pour un spectacle que la nature pourrait nous offrir. Est-ce que tu veux avoir un pigargue à tête blanche? Ah ouais, je veux bien essayer, oui. Tu veux bien essayer? Bien sûr. Est-ce que tu vois quelque chose, Jérôme? Ouais, je vois quelques nuages. La difficulté, c'est un peu de les repérer quand ils ont souhaité nous revenir. D'accord, oui. Alors, il faut savoir, par exemple, qu'un pigargue va être capable de nous voir jusqu'à une distance de 1 km sans problème. Alors que pour nous, tu vois, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, de l'autre côté, on peut voir que notre escadrille se rapproche. Ça revient.
Alors n'hésitez pas également à baisser vos têtes. Il faut savoir que les vautours sont assez feignants, il ne faut strictement aucun effort pour vous éviter. Toute l'équipe vous remercie pour votre écoute. On espère que vous avez passé un bon moment. Et puis on vous souhaite un très bon séjour à Rocamadour. Merci beaucoup. Bravo Isadora, c'était très très chouette. Du coup, c'est parti, on va pour Saint-Cyr-la-Popie. Mais entre-temps, on va aller voir quelques villages classés de la région du Quercy. Kevin accompagne régulièrement des touristes sur les routes du Quercy. Aujourd'hui, il partage ses coups de cœur avec sa belle-sœur, récemment installée dans la région. Ce que j'adore dans ce village, en fait, c'est tous les murs qui sont en pierre sèche ici. Tout ça, c'est super beau. Originaire de la Moselle, Kevin est tombé amoureux de la région il y a 5 ans, au moment où lui et sa femme cherchaient à changer de vie. On s'est retrouvés dans le Quercy, une région absolument fantastique qu'on ne connaissait pas du tout initialement. Et au final, on a vu qu'il y avait un potentiel absolument hallucinant au niveau touristique. On roule jamais très longtemps avant de voir finalement des beaux villages, des châteaux, des monuments classés. On peut se déplacer très rapidement d'un endroit à un autre et en prendre plein les yeux. Ce chemin de halage creusé dans la roche sur des centaines de mètres est l'une des curiosités de la région. Au 19e siècle, les gabarres, ce sont des bateaux à fond plat, remontaient le Lot depuis Cahors jusqu'à Bordeaux avec du vin de Cahors et du tabac. Et ils redescendaient ensuite avec du sel. En fait, c'est ce qu'on appelle le métier de haleur. C'est des gens qui remontaient jusqu'à Bordeaux en tirant les bateaux. Et les hommes ont creusé la roche pour remonter plus facilement. C'est très différent des paysages du secteur de Brive. Il n'y a pas de roche comme ça. Et puis en même temps, c'est fait par l'homme. C'est toujours admirable de voir ce que l'homme a pu faire. Saint-Cyr-la-Popie, joyau médiéval classé parmi les plus beaux villages de France, est aussi l'un des plus visités du Quercy. C'est un village où on adore venir avec ma femme, avec mes clients. C'est un village qui est totalement hors du temps et qu'il faut voir dans sa vie. La région a gardé son charme et son authenticité, notamment grâce à des habitants passionnés. Alors toujours, bien caler les pierres, parce que c'est comme ça. Il ne faut pas qu'elles bougent, une fois qu'elles sont posées, il ne faut pas que ça bouge. Voilà. Chef de chantier d'un jour, Jackie initie ses bénévoles à l'art de la construction en pierre sèche. La technique, c'est bêtement de mettre une pierre au-dessus de l'autre. Il n'y a pas d'autres matériaux, il n'y a que de la pierre, de petites et grosses pierres. Et voilà, pour que ce soit harmonieux. Une fois par an, des centaines de bénévoles restaurent les murets en pierre sèche le long du GR65 qui permet de rejoindre Saint-Jacques-de-Compostelle. À l'origine de cette initiative, Yves et Guy, deux ardents défenseurs du patrimoine quercinois. Pour moi, le maillage de murets qui est important sur le COS ici, parce que la pierre est omniprésente, on peut dire, c'est l'identité de notre territoire, tout simplement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est d'où viennent ces pierres. C'est pas un mystère. Donc ces pierres, autrefois, tout ça a été cultivé. Donc les gens, lorsqu'ils labouraient la terre, ils levaient des pierres. Il y a des pierres partout. Donc ils ramassaient des pierres et ils venaient construire des murs. Ils ont épierré les champs. En 9 ans, ces bénévoles ont reconstruit plus de 4000 mètres de murets et des dizaines d'éléments du patrimoine rural. Je suis en train d'enlever toute la mousse le plus possible. Ce qui m'a plu, c'est le fait de faire quelque chose de très utile pour les futurs pèlerins, pour qu'ils restent chez chemin, et puis pour être dans la nature aussi, et puis pour passer une journée avec des gens qu'on ne connaît pas, mais qu'on réalise quelque chose de commun. Ça fait partie du Quercy, les pierres sèches. Et on admire le travail de nos ancêtres, qui faisaient ça tout le temps. Et donc, comme si on est inscrit à l'UNESCO, on veut protéger ces murets. Sinon, tout passera à l'abandon. La pierre, présente partout dans le Quercy, a aussi permis la construction de majestueux châteaux. Perché au-dessus du Lot, le château de Sennevières. Ancien château fort devenu palais à la Renaissance, il appartient à la famille de Braquillange depuis 1809. Cette paroi, ici, vous voyez, il n'y a plus de mousse, plus de lichen. Ce côté également. Et oui, parce qu'en plus, ici, on a beaucoup de lierre. Et le lierre, quand il grossit,
il casse les pierres dans les joints. Depuis le décès de son père, Patrick assure la relève et consacre son énergie à l'entretien du château. Ce château est d'abord un héritage et ensuite une passion, parce que s'il n'y a pas de passion, il ne suffit pas de faire des chèques. Ça ne peut pas vivre. C'est avec cet effort qu'on s'attache aux vieilles pierres. En 1973, Patrick fait une étonnante découverte dans le Grand Salon, l'une des pièces maîtresses du château. En ouvrant les portes de cette pièce, à Pâques, en début de saison, je me suis retrouvé avec un plancher couvert de plâtre blanc. Et tout ça venait du plafond qui est là-haut, qui avait été caché pour isoler la maison. Nous apparaissent d'abord les poutres avec des tas de jolies peintures, décorations à base de fleurs qui s'appellent des tulipes. Et puis en dessous, quand on a continué à gratter, à creuser doucement, on a découvert ici la description de la ville de Constantinople. Bonjour, merci. Patrick aime partager ses anecdotes avec les 15 000 touristes qui visitent Sennevières chaque année. Les dessins qui sont là, eh ben, ça vous raconte l'histoire de Constantinople. C'est le quartier de Galata. Ensuite, le dessin qui est à côté, ça représente Sainte-Sophie, l'église et mosquée. Et puis à droite, les fameux jardins de Topkapi. Pour moi, lorsque je visite une région, visiter un château, ça fait partie d'un de mes vraiment plaisirs. Et celui-ci, il est riche en histoire, il est chargé d'émotions. Puis quand on tombe sur des propriétaires comme ça, qui se mêlent en plus à nous et qui nous racontent leurs anecdotes, comme celle de ces fresques, c'est magique. Pour les amateurs d'histoire, de patrimoine et de nature, le Quercy tient toutes ses promesses. Bonjour Jérôme. Ah Claire, je t'attendais. Ça va? Ça va. Et toi? Très bien. Ouais, je suis ravi d'être à Cahors. Bienvenue. Ouais, bienvenue dans ma ville. Je profite de la vallée du Lot, là, sublime. Oui. Alors tu m'as donné rendez-vous sur ce pont qui fait vraiment figure de carte postale. Hein. Exactement, le pont Valentré, c'est l'emblème de la ville. Hein. C'est le seul pont médiéval fortifié d'Europe avec ses 3 tours encore en élévation. Donc quoi, fin du Moyen-Âge? 14e siècle. Ouais, d'accord. Donc au moment de la guerre de 100 ans. Quoi. Exactement. Alors il a la vocation défensive. Hein. Les 2 tours extérieures d'ailleurs ont les éléments défensifs dessus, alors que la tour du milieu c'est la tour de contrôle. Okay. Mais en vrai, ça servira jamais vraiment à défendre la ville, parce que la ville médiévale est à l'opposé. Alors pourquoi si loin? Il y a une lutte de pouvoir en fait entre les 2 pouvoirs principaux de la ville de Cahors. On a d'un côté les évêques et de l'autre les marchands qui vont élire des représentants qu'on va appeler des consuls. Et cette lutte de pouvoir entre le comte-évêque et les marchands, elle va se traduire par l'architecture. En fait, c'est une petite guerre d'architecture entre les 2. Ah, c'est vraiment magnifique ce pont, hein, franchement. En fait, la cathédrale et le pont Valentré sont classés tous les 2 à l'UNESCO sur les titres des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. On est sur la route, sur un chemin. Exactement. Et alors, sans me tromper, je pense que ton accent n'est pas très local. Il ne chante pas. Et non, je suis une Parisienne. D'accord. Et je suis arrivée ici il y a 12 ans, au départ pour un simple week-end. Et je suis tombée complètement amoureuse de la région. Ça a été vraiment un coup de cœur et je me suis dit, ouais, c'est ici que je veux vivre. Donc là, tu m'emmènes voir quoi maintenant? Eh bien, on va se mettre en direction du centre historique. Ça marche. Pour découvrir des petites ruelles assez incroyables. Là, on est vraiment dans le cœur de la ville médiévale. Donc les ruelles, c'est ça. Voilà, c'est plus étroit. On va retrouver notre calcaire local pour les fondations. Au-dessus, on utilise de la brique. Mais surtout, regarde ces fenêtres
2 fenêtres, alors là c'est la toute fin du Moyen-Âge, à la fin du 15e, et là on est dans le début du 16e siècle où la Renaissance est arrivée. Ah, oui. Quand on voit ces fenêtres, on est directement concurrent au château d'Abbaye de la Loire. Oui, bah oui, oui. La pierre est pas aussi blanche, mais pas loin. Et oui, parce qu'au Moyen-Âge et à la Renaissance, on met son argent dans les fenêtres. C'est hyper important de montrer son statut social. Et quand les gens passent dans la rue, juste en levant la tête, eh bien, ils doivent pouvoir connaître notre statut social. Aujourd'hui, c'est plus les vérandas chez nous, mais c'est notre choix. C'est ça. Au XIVe siècle, on est la 6e ville de France à posséder l'université, une université de droit ici, et c'est ce qui va nous sauver en fait après les guerres de 100 ans. Pourquoi vous sauvez? Eh bien parce qu'en fait l'activité économique qui était vraiment le commerce au Moyen-Âge va complètement s'effondrer avec les guerres de 100 ans. On commerçait beaucoup avec l'Angleterre. Oui, bien sûr. Et le centre du monde se décale vers l'Italie et on se trouve vraiment ruiné ici après les guerres de 100 ans. Mais l'université va permettre de maintenir l'activité économique. Ok. Alors Jérôme, on va tourner à gauche. Il y a un petit bijou, un jardin secret. Ah. Vas-y, je te suis. Oui, il y a une autre ambiance. C'est ça. Ah. Donc là, ici, on est dans un des 20 jardins secrets de Cahors. Il y a 20 jardins classés remarquables qui proposent un parcours dans la ville, justement pour découvrir la ville d'une façon un peu originale et ludique avec des jardins secrets. Ils ont tous un rapport avec le Moyen-Âge. Ah, ça me rappelle les jardins majorels de Marrakech, influence mauresque, avec la luxuriance autour. Attends, je t'emmène quand même voir un autre jardin secret, tu vas voir une petite surprise, il vaut le détour. D'accord, ça marche, c'est par là? On y va. Allez. Alors voilà le petit bijou sur la droite. Un autre petit jardin. Rentrer dans le jardin de la sorcière. Waouh, ça c'est original. Il y a plein de symboliques en fait dans ce jardin. Puis c'est sombre pour donner une ambiance un petit peu mystérieuse. Il y a des histoires de sorcières sur Cahors? Alors à Cahors, non. Enfin, en tout cas, on n'en a pas de traces. Mais par contre, dans le nord du département, on a un procès sur une sorcière qui broyait des os d'enfants. Oh. Voilà, qui faisait une potion avec ça. Bah, merci pour ce partage. Je suis content d'avoir découvert cette ville à tes côtés. Même si c'était un petit pas de côté, mais en tout cas, j'avais envie quand même de passer un moment ici à Cahors. Merci à toi. Bon, fais attention aux sorcières quand même. Ça devrait aller. Allez, à bientôt. À bientôt, ciao. Jérôme. Ah, Pascal. Bonjour Jérôme, ça va? Ça va? Tu as fait bonne route? Très bonne, arrivée comme ça en pleine campagne, j'aime bien. Au cœur du Quercy. Exactement, ouais. Bienvenue au domaine de Saint-Géry. C'est absolument magnifique. Hein. Merci. C'était quoi auparavant ici? C'était la ferme d'un château qui a été à l'abandon. Et donc, ça fait maintenant 40 ans qu'on restaure la propriété. Ça a commencé par quoi? Par l'hébergement ou par le restaurant? Par le restaurant. Et puis petit à petit, on a fait des chambres, on a créé un potager, on a eu des élevages, un vignoble. Et des truffes, je crois aussi. Voilà. Et on cuisine tout ce que l'on produit sur place. Voilà, c'est l'autosuffisance. Voilà. C'est pour ça aussi que je suis envie de venir voir comment vous travaillez ici. Ouais. Voilà. Patrick est en cuisine. Ok. Je te laisse le rejoindre. D'accord. Je vais voir quelques clients et j'arrive. Ça marche. À tout à l'heure. Il est là, le chef. Ah ben oui. Bonjour, Patrick. Salut Jérôme, j'ai les mains dans la farine un peu. Ouais, t'es en pleine recette. Oh, dis donc, c'est beau ça. Ouais, là je fais un filet mignon qu'on roule dans la truffe et dans le lard de Port-Gascon. Et puis on va le mettre en brioche et puis on goûtera ça ce soir. C'est beau, donc, hein. Et c'est la truffe qui vient du domaine, bien sûr. Hein. Ouais, évidemment. Donc là, le jus du filet mignon, quand il va cuire, il va venir se mettre dans la truffe et il va être retenu par le lard, en fait.
tu te retrouves en cuisine alors que ça n'a jamais été vraiment ta formation, je crois. Moi, je suis un pur autodidacte, tu vois. Je me suis mis à la cuisine par gourmandise. J'avais 24 ans, j'allais chez une dame qui faisait des goûters à la ferme, qui s'appelait Yvette. Et elle faisait de la cuisine, tu vois, traditionnelle. Moi, j'adorais aller là. Et puis je me suis dit, mais ce qu'elle fait là, on pourrait le faire ici. Mais c'était l'idée de départ, c'était ça. J'ai commencé à m'installer pour faire à manger avec ce que je produisais sur le domaine. À l'époque, 84, c'était révolutionnaire, ça existait ça. Personne ne faisait ça. Donc en fait, ici, c'est un plat qui est entièrement à nous. Allez, je couvre ça, ça va pousser tranquillement. Et puis je t'amène voir le domaine. Vignes, truffières, il y a Camille qui est aux agneaux. Super. On va voir tout ça. T'as un panorama ici, là. Oh là 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 là. Le domaine fait quelle superficie? On a 70 hectares, 25 hectares de bois et 42 hectares de surface agricole utile. Ouais. On cultive des céréales, principalement du blé parce qu'on fait notre farine, notre pain, etc. Ok. Petit épeautre, orge, et puis on a quelques oliviers aussi, et 12 hectares de truffières répartis comme ça. Oui. Et la vigne est répartie au milieu des truffières. Donc ici, on a 3 pieds de vigne, la chêne truffier. Ah ouais. Et alors les deux cohabitent bien, la truffe et la vigne? Bah, si tu veux, la permaculture, c'est un concept un peu moderne, mais c'est ce que faisaient les paysans autrefois, jusqu'à l'industrialisation, donc jusqu'au début du XXe siècle, où on a inventé la monoculture, qui est une hérésie en fait. La vigne, c'est une plante qui a toujours cohabité avec un arbre. C'est une liane en fait. Donc maintenant, on les attache sur des piquets en fer ou en bois avec des fils de fer, mais naturellement, elle est faite pour monter dans un arbre. Et tu vois, c'est ce qu'on voit là, c'est-à-dire que la vigne passe complètement par-dessus l'arbre. Ça c'est impeccable, tu vois. C'est-à-dire que l'arbre est quand même dominant, mais la vigne vient se mettre dedans, les grappes sont à l'ombre, c'est protégé du coup de chaleur, c'est protégé de la grêle aussi. Ouais. Voilà. Il y a des belles grappes. Il y en a des belles grappes. Le principe premier de la biodynamie, un domaine agricole, c'est un être vivant, il doit être en équilibre. Si tu es en équilibre, tu n'es pas malade. Et donc maintenant, l'agriculture moderne, en fait, c'est une agriculture du déséquilibre. C'est-à-dire qu'on fait des plantes super performantes et on sait qu'elles vont être malades parce qu'elles sont tellement performantes qu'elles sont très fragiles. Et après, on leur met plein de produits pour les protéger de tout. Alors qu'ici, nous, on produit sans engrais. Mais bon, avant tout, ce qu'on aime, c'est manger. Le Haut-Quercy est la terre de prédilection de l'une des cultures les plus emblématiques de la région, celle de la noix du Périgord. Installé à son compte depuis 5 ans, Aurélien est nuciculteur, comme son grand-père autrefois. Ici, c'est vraiment une production traditionnelle. Dans chaque exploitation, il y avait des noyers et ça faisait un complément de revenus. Depuis une trentaine, quarantaine d'années, il y a certaines exploitations qui se sont vraiment spécialisées dans la culture de la noix. Le brou, c'est la partie charnue de la noix, c'est la partie verte. Et la noix en elle-même, c'est la graine finalement. En cette saison, on a le brou de la noix qui est en train de s'ouvrir et qui va laisser tomber les fruits au sol. La récolte commence au début de l'automne et s'étale sur plusieurs semaines en fonction des variétés de noix. Cette année, on a une très petite récolte parce qu'on a eu un épisode de gel au printemps qui a fait geler les fruits sur une bonne partie du verger. Donc des parcelles de coteaux comme ça, il y a une petite récolte, mais des parcelles qui se trouvent plus en vallée, là elles ont complètement gelé et la récolte cette année est quasi nulle. Une fois ramassées, les noix sont emmenées à la station de tri et de lavage. La Marbeau est une variété traditionnelle du nord du Quercy. Ça fait une noix qui est assez grosse et qui est très goûteuse. Alors c'est peut-être pas la plus productive, mais on tient à la conserver parce que ça fait des très bons prix. Aurélien vend une petite partie de sa production en direct. Le reste est destiné à une coopérative. On va faire l'apéro. Depuis peu, il essaye aussi de proposer de nouveaux produits et a mis au point ses propres recettes. On va manger des petites noix grillées assaisonnées à la persillade ou à l'origan. Et ça rehausse, ouais. Ça rehausse le goût de la noix et surtout, ce que je souhaite, c'est que le consommateur abandonne un petit peu les cacahuètes qui viennent un peu tous les continents ou qui ne sont pas produits en majorité en France. Et vous avez là un très très bon produit qui satisfait tous les gourmets. Ce fruit à coque a fait le succès de cette distillerie située à Brive-la-Gaillarde, connue pour son vin de noix et surtout sa liqueur de noix.
L'ingrédient principal, le jus, fabriqué à partir de noix vertes broyées, est précieusement conservé. Nous sommes dans le chai de vieillissement dans lequel le jus de noix vieillit pendant 5 ans. En ce moment, je suis en train de prendre, avec une règle graduée, la contenance qui reste dans les fûts. Cette distillerie, créée en 1839, est reconnue entreprise du patrimoine vivant. Les fûts en chêne sont d'époque et on cuit toujours le sirop de sucre indispensable à la fabrication de liqueurs dans un chaudron en cuivre. La recette emblématique de la maison n'a pas changé non plus. On est un peu des cuisiniers, quoi. Nous avons des recettes à respecter. C'est comme une bonne cuisinière qui mélange tant de produits. Nous aussi, il faut que le mélange soit bien fait. Tant de sirop de sucre, tant de jus de noix, d'alcool, d'armagnac, de cognac. Et après, voilà, la liqueur de noix est finie. 60 000 bouteilles sortent de la distillerie chaque année. Elles sont principalement vendues dans la région ou aux visiteurs de passage. Très important, la liqueur, ça se déguste bien glacé. Pourquoi? Parce qu'on a un sirop de sucre dans la fabrication et donc c'est important de faire passer le côté sucré un peu au second plan et de faire ressortir vraiment le goût, les parfums, les arômes de la liqueur. La noix est très ancrée dans la région. À Creys, au cœur du Quercy, la station expérimentale de la noix prépare l'avenir de la filière. Celui-là, tu le considères en mouche du goût aussi. Ce qui a fait le mal, c'est la mouche. Ouais, je pense aussi. Héloïse et Marie-Neige tentent de répondre aux préoccupations des producteurs. Ce matin, on fait une notation sur un essai qui visait à tester un produit de biocontrôle, donc de lutte contre les maladies fongiques, pour voir s'il est efficace sur la maladie qu'on vise à soigner. On va classer les noix si elles sont saines, ou du coup malades, ou avec une présence de symptômes dus à un ravageur. Sur les 4 arbres étudiés ce matin, les 2 ingénieurs n'ont récolté que 6 noix saines. Marie-Neige cherche à isoler un champignon pour mieux l'observer et pouvoir l'identifier. La filière noix est confrontée au changement climatique et avec ça, on observe l'émergence de nouveaux pathogènes, donc que ce soit des maladies ou des ravageurs. Donc le rôle de la station, c'est de les étudier pour pouvoir derrière tester des solutions de lutte contre ces bioagresseurs. Pour aider les producteurs, la station fait aussi de la sélection variétale. Plus de 100 variétés de noyers y sont en observation et 3 d'entre elles donnent des résultats très prometteurs. Là, par exemple, c'est une variété qu'on a baptisée Charlette. Sa récolte se fait relativement tôt par rapport à d'autres variétés. Cette récolte qui est précoce est intéressante par rapport au marché pour le producteur. Ça lui permet d'arriver plus vite sur le marché et ça lui permet aussi d'étaler son chantier de récolte pour ne pas avoir à ramasser toutes ces noix d'un coup. La station cherche à anticiper l'avenir et s'intéresse à d'autres arbres. Le pacanier, qui donne les noix de pécan, résiste mieux à la chaleur et pourrait être adapté à la région d'ici une trentaine d'années. On va filer un petit coup de main à Louis. On va trouver un sécateur ou 2 là. Ah bah super. Merci. Salut Jérôme. Ça va Louis? Mais le raisin est beau, oui. Tu es en train de prélever quelques grappes. Alors je pensais que tu goûtais moi pour savoir où en était la maturité, la sucrosité du raisin, mais non, là tu prélèves en fait. Je fais un peu les deux, c'est-à-dire que je passe, je goûte les grappes et je prends les plus mûres pour faire un pied de cuve, ce qu'on appelle un pied de cuve. Un pied de cuve. C'est quand on est en levure indigène comme nous, c'est-à-dire qu'on n'ajoute pas de levure extérieure pour faire fermenter notre vin. On passe 1 à 2 semaines avant les vendanges pour mettre en route avec quelques raisins une première fermentation. Et c'est ça qu'on va ajouter dans notre cuve après pour être sûr que ça démarre bien. D'accord, très bien. Toi, pourquoi tu as choisi la vigne? Quand j'ai commencé mes études, on venait tout juste de planter de la vigne, mais on n'avait pas du tout commencé à produire. Du coup, en même temps que je faisais mes études, j'avais un petit peu mon terrain d'essai à la maison pour faire quelques premiers essais. Quoi. Bon, il commence à faire chaud, donc on va commencer à ramasser les grappes avant que... Ah, explique-moi, lesquelles on coupe alors? Je goûte les grappes, comme ceci. Et en fonction de la sucrosité, on les ramasse ou pas. Ok. Mais on peut goûter aussi. Là. Vous pouvez goûter. Donc ça, on peut couper? On peut y aller. Allez, je vous laisse faire, je vous passe devant. Hein. Je contrôle ce que fait Louis quand même. Ouais. Là, on peut y aller sur celui-ci. Sur celui-ci aussi?
Ouais, c'est magnifique ces grappes-là. Hein. C'est la plus belle récolte qu'on ait faite. Vous avez déjà commencé à vinifier les années précédentes? Oui, on a commencé, oui. Ouais. Et ça donne quoi? C'est atypique, mais c'est dans le bon sens. En fait, on a une vinification qui favorise à la fois le fruit et les tanins. Donc on a énormément de matière, mais à la fois une fraîcheur amenée par le fruit. Il le vend bien son vin, hein, vraiment. Hein. Donc moi je finis ça, je vais trier le raisin et après je mets tout ça en cuve. Donc tu peux passer voir. Je viendrai voir, je suis curieux de voir comment tu fais ça. Ça marche, à tout à l'heure Louis. À tout à l'heure, Lolo. Nel, walk on. Walk on, allez. Là-bas on a les agneaux. Et on va aller voir avec Camille avec ses agneaux. Donc là c'est ma fille. Elle est toute jeune, dis donc. Elle a 19 ans. Ah ouais. Donc elle s'occupe des agneaux l'été en fait. On a les agneaux 5-6 mois par an pour tondre les truffières. Bonjour Camille. Bonjour Jérôme, ça va? Ça va? Oh, faut s'embrasser, hein. Oh. Soyons dingues. Donc t'es en train de nourrir tes bêtes? Ouais. Attention. Ouais. Nel, lay down. Voilà, c'est bien ma fille. Jérôme, faut que tu te dépêches en fait. Parce que sinon ils vont tous te marcher dessus. Hop là. Allez, la mangeoire est là-bas. Là, faut vite que tu verses. Voilà. Ah, chaud, encore. Ah, chaud. Voilà, vas-y. C'est bien les bébés, c'est bien. T'as combien de têtes là? Là, il y en a 70. Et c'est quelle race alors ça? Ça, c'est des agneaux castillonnais. C'est une vieille race d'Ariège, de Haute-Ariège. Ah. Il y a que une centaine de brebis qui existent. Ah oui? Voilà. Ouais, c'est une espèce rare. Tête un peu brune et après tout le reste du corps blanc. D'accord, ça me rappelle quelqu'un ça. Des cousins éloignés, hein? Peut-être on est de la même famille, oui. Tu les élèves pour la viande, le lait aussi? Non, pas de transformation du lait. Ouais. On les utilise, nous, pour le restaurant, en fait. Voilà. Et on a une éleveuse qui nous fait les naissances et qui nous les livre fin mai. Et alors, le papa que tu es, pouvoir travailler avec sa fille? C'est pas facile, hein? C'est pas facile? Pourquoi c'est pas facile? Parce qu'elle a du tempérament? Voilà, elle a le tempérament de son père. Donc voilà. Oui, c'est dans les deux sens. Hein. D'accord. Et c'est vous qui fournissez l'électricité des clôtures, alors? Ouais, il y a de la tension. De toute façon, l'agriculture, ça peut pas se concevoir sans transmettre. Oui. Les vieux disaient, on plante les arbres truffiers pour les petits-enfants. Ah. Tu vois? Donc, c'est 2 générations. Donc, tu peux pas te projeter juste dans les 5 ans qui viennent. Ça marche pas comme ça, l'agriculture. C'est tellement rare, les entreprises familiales où les enfants reprennent derrière les parents. Oui, c'est de plus en plus rare, c'est vrai. Ouais, on a beaucoup qui ont arrêté. Malheureusement, les enfants ne veulent pas reprendre et c'est vraiment dommage. Hein. Et toi, il n'y avait pas d'autre option que de travailler dans le domaine? Il n'y a jamais eu d'autre option pour moi. Enfin, bien sûr que j'ai exploré d'autres options en m'imaginant ce que je pouvais faire. Elle voulait être d'autre. nonne quand elle était toute petite. Oui. Et quand on m'a dit qu'il fallait pas que je parle, ça a été compliqué. J'ai dit, bon, je crois que je vais changer de filière. Jérôme, on continue la tournée. On va aller voir le potager. Ça marche. Bon courage, Camille. Ouais, merci. À tout à l'heure, Camille. Pleine cueillette là, Pascal. Ça va, Pascal? Ah, mais très bien. Tu trouves ton bonheur dans ce magnifique potager? C'est quoi comme variété d'aubergine, ça? Ça, c'est une ronde de Florence. Je t'en rajoute une parce que je pense que ce soir, on va faire des frites d'aubergine. Elles sont magnifiques pour ça. Le chef valide? Oui, c'est bien. Toi, t'aimes bien ça? Ah oui, c'est Tu suggères alors? C'est tendre, Tu suggères? goûteux. En fait, on oublie toujours qu'on a des choses dans le potager. Nous, c'est en allant au potager qu'on se rend compte qu'il y a des choses. Ah mince, oui, ça c'est vrai, j'avais planté ça. Là, il y a de beaux padrones, là, ce soir aussi. Pimento del Padron. Là, il y a le patron et là, il y a la padronne. Voilà. D'accord, celle qui s'en occupe. Bon, elle est belle courge aussi. Hein. Bon, ben, quelques patates et puis on va être bon. Hein. D'accord, ça marche. Nous, on a une technique particulière pour les pommes de terre, c'est qu'on les pose par terre. Donc, c'est des pommes de terre qui poussent sans aucun travail du sol. Ouais, elles sont belles. Là, je crois que... C'est l'heure des chips, là. Allez, ah, tu vas faire des chips? Ouais. Excellent. Ah, Jérôme, tu connais ça? La courge violon? La courge violon, t'es sûr de toi? Moi, j'aurais plutôt dit la courge saxophone, non? Ah oui, oui. Ça peut le faire, ça fait pas beaucoup de bruit. Pas accordé, c'est dommage.
Ah Louis, tu es là. Quel endroit incroyable. J'avais jamais vu ça. Et donc c'est une cohabitation entre le jambon et les fûts? Oui, c'est ça. Quand on a construit cette cave, donc il y a 5 ans, on s'est dit on va faire notre chai d'élevage au milieu des jambons. Et les deux doivent très bien se marier ensemble aussi à la dégustation, j'imagine. Ça, c'est le raisin qu'on a ramassé tout à l'heure? Absolument, donc ça, c'est notre petite cuve qui est là. Il y a l'odeur du jambon qui est bien présente. Hein. On sent. Hein. Bah, comme le vin, le jambon, c'est un produit fermentaire. Et donc nous, notre spécialité, c'est de faire vieillir des jambons très très vieux. Ah oui, je voyais les dates, là, je vois 2017. Voilà, c'est ça, 2017. Alors là, actuellement, nos plus vieux, c'est ceux-là, donc c'est des juin 2016. Wow. Donc ils ont 100 mois maintenant, là. Ah oui, 100 mois. Chaque année, on essaie de pousser un peu plus loin les limites de la fermentation du jambon et qui amène une aromatique absolument incroyable. C'est le produit star du domaine, le jambon. C'est ça. On va justement t'en faire goûter un petit peu. Ouais. On a prévu ça. Tu aussi? Mais comment ça? Évidemment. Ah, te voilà à l'œuvre, avec ton jambon. Retour du chai. Et donc, tu as mis une petite ambiance musicale pour te mettre, te conditionner? C'est Camille qui joue là. Mais non. Oui. Elle compose depuis l'âge de 14 ans. Elle a sorti son premier CD à 16 ans. Et là, c'est elle qui joue. D'accord. C'est vraiment bien ce qu'elle fait. Ah, terminé. Bravo! Ça vient de là, hein. Et ce jambon, il a quel âge alors? Donc là, 100 mois. Toutes les cuisses ne permettent pas de vieillir comme ça. Ah oui, d'accord. Il faut un cochon qui soit particulier. Là, ah bah les volets des artistes. Ah bah, bravo! Et en plus, les chiffres avec la musique. C'est magnifique. Bon, on va goûter le jambon. Là, il faut que tu mâches 27 fois sans parler. Pourquoi 27 fois? 27 fois, c'est comme quand tu goûtes le vin. En le mâchant 27 fois minimum, tu vas voir qu'avec une petite tranchette de jambon, tu as ton palais qui est tapissé pour plusieurs minutes. D'accord, allez, on tente. J'attaque? Allez, vas-y. Vas-y. Nous, on connaît un peu, mais enfin, bon, on va t'accompagner quand même. Je pas de goûter. Hein. Ouais. Nous, on peut parler parce qu'on a déjà fait les 27 fois. Même avant les 27 fois, je suis déjà conquis, séduit. C'est délicieux. Tu veux goûter une petite chips avec, pour voir? Ah oui. Tiens, vas-y. Les fameuses pommes de terre. Les pommes de terre qu'on a ramassées ensemble. Hein. C'est bon, ça aussi. Ouais. Eh bien, on va trinquer. À vous, je suis vraiment très admiratif de ce que vous avez réussi à accomplir depuis toutes ces années, en famille de surcroît, d'arriver à faire ces produits d'excellence, d'être dans l'autosuffisance, de proposer des choses à travers le partage aussi et la qualité, et mettre en avant aussi voilà, le terroir, les produits de la région, du Quercy, du Lot, c'est admirable. Bravo. Bravo. Merci. Là, on est sur le fond du gouffre. Et on verra de moins en moins le soleil. Guide au gouffre de Padirac depuis 2 ans, Noé s'enfonce dans les entrailles de la Terre jusqu'à 103 mètres de profondeur. Cette merveille géologique s'est formée il y a 170 millions d'années quand la mer recouvrait la région. C'est tous les sédiments marins qui se retrouvaient au fond de la mer. Ça s'entassait. Et la masse d'eau gigantesque, ça solidifiait le tout, avec plein de petits bouts de cailloux notamment. Et quand la mer est partie, eh bien, elle nous a laissé comme trace de son passage un grand massif de cailloux. Une rivière souterraine parcourait ce gigantesque bloc de cailloux. Elle a énormément creusé par endroits. Le plafond, très fin, a fini par s'effondrer sous son poids et a formé ce magnifique trou circulaire incroyable. Avec plus de 500 000 visiteurs par an, le gouffre de Padirac est le premier site touristique souterrain de France. Impeccable. Ce soir, une poignée d'entre eux le découvrent autrement, éclairés à la lueur de leur seule lanterne. Sachez qu'en bas, la lumière n'existe plus. C'est à vous de la voir. Elle va être absolument indispensable.
Le visiteur plonge dans l'atmosphère de 1889 lorsqu'Édouard Alfred Martel et son équipe explorent le gouffre pour la première fois. Le gros avantage de cette rivière qu'on a ici, qu'on parcourt en bateau, c'est que l'aménagement ici, il est nul. On a juste notre bateau, on glisse sur l'eau sans laisser la moindre trace de notre passage. Et donc ce que lui a vécu, on a la même chose sur cette petite portion de rivière. Comme à l'époque, Noé va utiliser un ballon pour mesurer la hauteur sous voûte. Le ballon commence à se remplir d'air chaud. Ah oui. La montgolfière commence à prendre forme. Wow. Ça y est. Ah, c'est beau. L'exploration se termine dans la salle du Grand Dôme, une cathédrale minérale où la nature a façonné une multitude de concrétions. Quand la lumière apparaît et qu'on voit cette taille de salle, c'est incroyable, quoi. On est émerveillé. L'eau a creusé dans la terre calcaire du Quercy des milliers de cavités, dont au moins 300 phosphatières. Une phosphatière, c'est tout simplement un très vieux gouffre qui, dans son histoire, a été colmaté, rempli par de la terre, de l'argile, des cailloux, du phosphate et des fossiles. Et ce qui intéressait les mineurs au 19e siècle, c'est le phosphate. Donc ils ont pris leur pioche, leur pelle, et ils ont creusé, parfois des vides assez impressionnants. Ça a mis à jour des gisements paléontologiques qui sont uniques au monde. Thierry étudie ces phosphatières depuis une quarantaine d'années. Le phosphate, ça prenait plusieurs aspects. Ce genre de choses, donc des concrétions de phosphate, sans doute fabriquées par l'aide de bactéries, vraisemblablement. On trouve aussi des fossiles. On peut voir qu'on a de l'os en 1000 morceaux. La même chose de l'autre côté. En fait, c'est une mâchoire inférieure d'un animal dont on a les dents ici. Une seule phosphatière est ouverte au public dans le Quercy. L'accès aux autres est réservé aux géologues et spéléologues. Kaedis, tu peux venir là, s'il te plaît? On va essayer de faire quelques photos de cette trace des mineurs. Et ici, elle est très visible, la trace du pied du mineur. Certaines parties de la galerie n'ont pas été creusées par les mineurs. C'est là que Thierry effectue ses relevés afin d'étudier la superposition des couches qui ont rempli la cavité au cours des temps géologiques. Et puis un niveau très particulier, avec plein de galets à l'intérieur. Ces relevés lui permettent d'orienter les futures recherches de fossiles. Exemple, quand on a de l'argile très très fine, c'est de l'eau boueuse qui a décanté, qui stagnait, qui a décanté. Et concrètement, il y a peu de probabilité qu'un fossile, qu'un os ou qu'une dent ou autre chose ait pu être amené jusque-là. Par contre, quand on a un niveau avec des graviers, des galets, des choses où on a un petit courant d'eau, c'est là qu'on a la plus forte probabilité de trouver des choses. Les phosphatières n'ont pas encore livré tous leurs secrets. D'autres explorateurs s'aventurent, eux, dans les cavités immergées du Quercy. La plongée souterraine est une pratique peu connue et très exigeante. La différence avec la plongée, je vais dire mer, la plongée classique, c'est qu'on n'a pas de retour direct à la surface. Les gens parfois ont un peu du mal à imaginer que oui, mais vous n'êtes qu'à 5 mètres de profondeur. Oui, on est à 5 mètres de profondeur, mais on est peut-être à 100 mètres, 200 mètres, 500 mètres, 1 kilomètre de l'entrée. Originaire de Belgique, Olivier s'est installé dans le Lot il y a 20 ans pour vivre de sa passion. Il forme d'autres plongeurs, comme Peter, venu spécialement de Nouvelle-Zélande. Ici, les rochers sont magnifiques. Et il y a toujours le mystère de ce qui se cache derrière le prochain virage. C'est le plaisir de la concentration totale. Je ne pense à rien d'autre qui pourrait se passer dans le monde. Cette source est la porte d'entrée vers un monde minéral. Là, on rentre dans le passé de la planète. On se rend compte que là, on passe où ça s'est développé, où ça s'est creusé, il y a peut-être 1, 2, 5 ou 10 millions d'années. On avance dans un milieu qui n'est pas le nôtre, sous plafond. On se renferme un peu dans sa bulle. On écoute ce qui se passe autour de nous. Il y a de moins en moins de sons, puisqu'il n'y a plus de nature proprement dite. C'est de la roche. Avec son réseau de galeries immergées, de sources et de résurgences, le Lot fait partie des 2 endroits les plus réputés du monde pour la plongée souterraine, derrière le Mexique.
C'est animé, Figeac, là. Hein. On a un supermarché. Donc là, tu vas déposer ça sur un stand au marché? Non, non, non. On est sur un site internet et après, à Figeac, on peut les trouver à la boutique La Draille. D'accord. C'est ici, notre petite boutique de collectif. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire La Draille? Non, du tout. C'est le chemin de transhumance que prennent les moutons quand on transhume. Ah, bonjour. Voilà. Bonjour Pierre. Donc Pierre est un éleveur qui transforme sa laine aussi. Dans cette boutique, en fait, on est un collectif, donc on se relaie pour tenir la boutique. Chacun vient tenir la boutique, chacun son tour. C'est ça. Très bien, donc tous les produits qui sont là, ce sont que des producteurs, éleveurs ou artisans. Ou artisans comme vous. Voilà, comme nous. Super. Donc voilà nos c'est sacs. ça tes produits. Donc ils sont assez particuliers parce qu'ils sont isothermes. D'accord. Sauf qu'à l'intérieur, on a de la laine, quoi. On a la laine et pas de l'aluminium. Ça doit être très isolant. Et autour, c'est quoi les matériaux? Du lin et du chanvre. Ok, donc que des matériaux nobles. Nobles et éco-responsables. Et cette laine, tu la récupères comment alors? Chez les éleveurs. Directement chez les éleveurs? Directement, au moment de la tonte. Les éleveurs, vous en avez plusieurs à votre... On en a 6 à peu près pour l'instant et on récolte 4 tonnes de laine par an. Waouh! Tout ça évidemment dans la région? C'est ça, dans la région. Donc on va... Tout à l'heure, je t'amènerai voir une éleveuse à nous et tu verras aussi mon associé. D'accord, on fait ça à deux. Ouais, on fait ça à deux. Mais avant ça, je vais t'amener faire un petit tour à Figeac parce que j'ai plein de petites pépites à te faire découvrir. Ça marche, je te fais confiance. Allez, on y va. Et voilà, bonne journée à vous, au revoir. C'est sympa, dis donc, cet accès au marché là. C'est ça, c'est très joli, très médiéval. Ce qui est génial, c'est qu'on trouve des produits frais et surtout direct aux producteurs. Ouais, il y a Donc, beaucoup de producteurs sur votre marché. Ouais, énormément. Ça fait très envie. Toi, tu es originaire du Lot? Alors non, je suis de l'Aveyron. Ah, bon, c'est voisin. Ouais, ben, on peut pas tout avoir de parfait. C'est voisin. Dont une partie fait partie du Quercy. C'est ça, d'accord. tout à fait. Regarde-moi ça un peu, ces beaux produits là. Ça donne envie, hein. Dès que je suis sur un marché, j'ai envie de goûter des spécialités locales. J'aime bien ces petites ruelles. Hein. Les façades qui sont fragiles quand même. Oui, mais elles sont toujours là. Exactement, elles ont traversé les siècles. Donc là, on arrive à la maison de Monsieur Champollion. Celui qui a décrypté les hiéroglyphes. C'est ça. C'est vrai? Il est né ici? Il est né ici et il est né dans cette maison. Ok. Voilà. Grâce à ces travaux, il nous a permis d'apprendre plein de choses sur l'Égypte en fait. C'est ça. Et sur l'écriture surtout. Et sur l'écriture, oui. Mais viens voir, on va aller voir la place de l'écriture, hein, là où on a la reproduction de la pierre de Rosette. Ah oui, c'est ce fragment de stèle qu'ils ont... Oui, et je t'invite, tu peux y marcher. marcher, je sais pas. Ah oui, t'inquiète, elle est solide, il n'y a pas de souci. Et la pierre de Rosette, il y avait 3 écritures, c'est grâce à ça qu'il l'a déchiffré en fait, en faisant le lien entre les différentes écritures. C'est ça, tout à fait. Là, c'est les hiéroglyphes. Ouais, après, je crois qu'il y a de l'hébreu et après, je sais plus. Oui, on retrouve le E, le N, le T. Vache, voilà. Ouais. C'est fou, hein, le travail que ça a dû demander de réflexion. Bon, mais merci de m'avoir emmené ici, je suis content d'avoir vu ça. Avec plaisir. Je vais t'amener à la ferme, chez Agnès. Ok, c'est une éleveuse? C'est ça, c'est une éleveuse. C'est cette laine qui nous permet de faire cette isolation. Oui, que j'ai vu à l'intérieur de tes sacs. Il y a des très belles bâtisses. On a les granges et puis on a les maisons carcinoises, donc toujours avec un pigeonnier. Puis ce toit un petit peu en décalé là. Voilà, et des tuiles plates. Donc comme tu vois, c'est des routes de campagne. Oui. À gauche, à gauche. Sky à droite. Sky à droite. À droite, à droite, à droite, à droite. Veille, veille, veille. C'est beau quand ça se détache sur le ciel, là. Ah, moi, il y a vraiment de belles lumières avec les plantes sauvages, là, les petites herbes un peu sèches. À l'automne, il y a des super belles lumières. Ouais. J'adore. Il a bien plu, du coup, elles sont bien blanchies, là, de la poussière qu'elles avaient. Et du coup, elles sont super claires. Mais c'est vrai que l'élevage plein air, voilà, on retrouve une qualité de laine qui n'est pas la même, quoi. Ah, mais clairement. Ça, c'est sûr. Nous y voilà. On va aller voir les brebis. On referme? Ouais. Bonjour. Bonjour Jérôme, bienvenue. Bonjour, ton prénom c'est? André. André et... Bonjour, comment ça s'appelle? Coche du Lot. Coche du Lot.
Bonjour. Et donc, Élodie, l'associée. Alors c'est l'heure de la tonte? C'est pour récupérer notre superbe laine. Et oui, cette matière première si précieuse. Très précieuse et surtout qui est considérée aujourd'hui comme un déchet par les éleveurs. Voilà, donc il y a des endroits où c'est pas récolté, il y a des endroits où c'est même enterré, brûlé. Ah oui. Et nous, on vous la valorise correctement parce qu'on la paye beaucoup plus cher, 20 fois plus cher que le prix actuel, qui est aujourd'hui 5 centimes du kilo. Okay. Et nous, on la paye 1 €. Donc ça permet de couvrir des frais de tonte. Elle bouge pas du tout, hein? Non, non, en fait, il y a des techniques vraiment bien précises pour éviter que la brebis puisse poser une patte. Ah. Et ça permet de la tondre tranquillement. Ouais, je vois ça. Il a le coup de main, hein, André. Ouais, moins d'1 minute la plupart du temps. Et bon, c'est un métier, mais c'est aussi un sport. Un sport, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on a des concours internationaux, un coup en Écosse, un coup en France, un coup en Australie. Il y a des prix, donc on a des champions de France, des champions du monde. Ah ben dis non. Hop. Bim. Au parc. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc là, on récupère la toison de l'agnelle. Donc c'est une toison qui ne se tient pas parce qu'en fait, elle est jeune. Ah, oui. Donc voilà, le poil n'a pas eu le temps de pousser. Ouais, tu peux récupérer certaines parties, j'imagine. Je peux récupérer certaines parties. Après, elle n'est pas trop sale, même si on voit en effet ces petits bouts comme ça. Au lavage, ça va partir. La costonnarde, en fait, a l'avantage d'être une laine rustique et puis qui a un super gonflant. On l'utilise beaucoup pour tout ce qui est matelassage, rembourrage. Voilà. D'accord, donc ça, la costonnarde, c'est la race de ces brebis avec des lunettes de soleil, là? C'est ça, exactement. Donc cette laine-là, je vais la mettre dans le curon parce qu'on va quand même l'exploiter. Quelles sont les caractéristiques de cette race, alors raconte-moi? Alors la Côte du Lot, elle est assez fine en fait sur ses pattes et ça lui permet d'aller pâturer sur les côtes, sur les terrains calcaires, un peu rocheux. Et donc c'est intéressant pour nos territoires parce que la brebis, à la fois, bon, elle produit des agneaux évidemment, elle produit aussi de la laine pour donc les sacs, ça c'est chouette. Et elle a aussi un rôle d'entretien du territoire qui n'est pas négligeable. Donc elle dégage les sous-bois, ce qui permet d'avoir des sous-bois propres qui ne brûlent pas. D'accord. Allez Jérôme, après avoir chargé ça dans le camion, on va te montrer un super point de vue. Ah super. Go. Ce sera ma récompense. C'est ça. Donc là tu pars et hop, tu tournes. Ah, tu fais rouler par terre? Ouais, tu fais tourner par terre. Et hop là, regarde, on fait le petit bousier. Voilà. Alors ce projet, c'est quand même relativement insolite dans le bon sens du terme. Et surtout, le faire en circuit court. Ouais. J'ai beaucoup d'échanges avec les éleveurs et cette laine, ils ne savaient plus quoi en faire. Et de mes cours de couture, je me suis rappelé que c'était un super bon isolant, donc j'ai dit allez, pourquoi pas, on en fait un sac isotherme. C'était notre objectif principal de valoriser la laine locale. Ah oui, là, il y a la vue dégagée. Là. Et voilà, un magnifique point de vue sur Cabreret. Waouh! On a devant les yeux vraiment tout ce qui caractérise le Quercy. Hein. Les falaises, les maisons en flanc de falaise d'ailleurs aussi. Qu'est-ce que vous appréciez particulièrement alors si vous n'êtes pas lotoises toutes les deux? Alors moi, ce que j'apprécie dans le Lot, c'est la diversité au niveau des randonnées. Je suis une grande marcheuse, donc j'adore crapahuter. Le calme aussi, loin du bruit. Et voilà, c'est très inspirant, je trouve, de vivre ici. On s'y sent bien. Et toi, Cynthia? Moi, déjà, c'est la rencontre avec mon mari, et puis surtout cette nature et ce cadre de vie qui est quand même assez agréable. Jérôme, ce que tu ne sais pas, c'est qu'aujourd'hui est un jour assez spécial. C'est que c'est nos 5 ans, jour pour jour, aujourd'hui, qu'on a lancé l'aventure. Voilà. Bravo, bon anniversaire. Merci. Vous ne les faites pas. Hein. Mais je vous en souhaite vraiment plein d'autres années comme ça, et que les moutons restent givrés très très longtemps. Hein. On le souhaite. Ouais. De vastes plateaux calcaires et de profondes vallées. Les paysages de pierre et d'eau du Quercy se prêtent aux activités de pleine nature. Dans cet environnement préservé, ces amateurs de via ferrata vont partir à l'assaut de la falaise.
Celui-là, il sera en permanence sur le câble. Et celui-là, il sera à disposition. D'accord ? On le laisse pendre. Venus de Toulouse, Nolly et Maxime découvrent le Quercy le temps d'un week-end sportif. La Via Ferrata, j'en ai fait il y a très longtemps, donc ça m'avait plu, donc pourquoi pas recommencer aujourd'hui. Ça permet de profiter des paysages, de l'environnement. En plus, on a de la chance avec la météo, il fait quand même relativement beau. C'est chouette pour découvrir la région. L'itinéraire aménagé sur la paroi rocheuse permet au plus grand nombre de vivre quelques sensations de grimpeur. Donc la poutre est solide, hein. Rassurez-vous, elle tient bien. J'aime bien l'altitude, j'aime bien le côté d'être un petit peu pendu à la paroi, avancer, à grimper, etc. J'aime bien le vide en fait, ça me fait pas peur, donc voilà, c'est vraiment une activité que j'aime bien faire. Du haut de la falaise, la vue est imprenable sur les vallées du Lot et du Célé. Le Célé descend juste ici. Et ensuite, on a donc les falaises du Lot. En fait, ici, il faut savoir qu'on est sur un plateau calcaire. Le calcaire, je ne sais pas si vous savez, c'est une roche sédimentaire. C'est-à-dire ce sont des dépôts qui sont faits sous la mer il y a plus de 150 millions d'années. En gros, pour faire une falaise comme on a en face, c'est 10 millions d'années de dépôts. Non, mais allez-y. On va maintenant redescendre pour se diriger tranquillement vers la Grande Tyrolienne. Le parcours réserve des sensations fortes jusqu'au bout. Pour redescendre, les grimpeurs doivent se laisser glisser à 50 km/h sur plus de 300 mètres. Traversé par le Lot et la Dordogne, les deux principales rivières, et ponctué de multiples plans d'eau, le Quercy est aussi le territoire idéal pour la pêche de loisirs. Attention les chapeaux, les casquettes. On regarde toujours où on lance, s'il n'y a pas de problème derrière, on va faire un petit lancer en direction de l'arbre avec le tronc blanc. On s'avance. Tous les mercredis, Romain anime des ateliers pêche pour les enfants. Aujourd'hui, la session se déroule au lac vert de Catus. Et on aime bien montrer un petit peu de pêche en rivière et un petit peu de pêche en plan d'eau, de façon à ce qu'ils aient plusieurs visages de la pêche. Il se trouve que Catus, c'est très bien parce que c'est poissonneux, il y a pas mal d'espèces. Et c'est sécurisé, on est plat, c'est parfait, quoi. Et là, tu vas tirer avec la canne vers le ciel. Très bien. Très bien, je te laisse faire. La plupart de ces enfants ont appris à pêcher en famille. Ils viennent à ces ateliers pour gagner en autonomie, essayer diverses techniques de pêche et apprendre à reconnaître les différentes espèces de poissons. Tu fais la photo, c'est bon? C'est bon? On sourit évidemment. La pêche, j'aime bien ça parce que je trouve ça comme un loisir et ça me rapproche de la nature, des animaux. Je me sens libre, hors de tout, le collège et tout. Ces sessions pour enfants existent depuis 20 ans dans le Lot et rencontrent un succès grandissant. Il y a eu une période où la pêche était considérée comme une activité un peu ringarde, où on peut se salir les mains, on touche des poissons. Et là, ça a complètement changé, parce que maintenant, on a du matériel un petit peu high-tech qui devient technique. Les activités de pleine nature sont en pleine expansion, donc les jeunes sont tentés de retourner dehors pour pêcher. Et c'est marrant parce que je vois leur réaction et je me revois parfois, moi, quand j'étais petit, en fait. C'était exactement pareil, quoi. Ouais, c'est mon record de poissons, c'est mon record de brème. Ah, mais j'aimerais bien encore. Et on se projette, on a une forme de rêve qui se met en place, finalement. C'est cette forme de magie un peu dans la pêche. Et on est content de partager notre passion. Elle est petite, mais c'est toujours une brème. Ah, c'est pas mal, quand même. Vous êtes mal habitués, là. Les amoureux de la nature peuvent aussi en profiter de manière plus atypique, comme Brigitte et Fabrice, qui s'apprêtent à passer la nuit sur l'eau. C'est cosy. Donc bienvenue, donc ici c'est votre canapé lit. Et vous avez aussi un petit toit panoramique pour admirer les étoiles. Allez, c'est parti. Allez, voilà. Après une rapide prise en main de leur bateau-cabane, le couple part seul naviguer sur le Lot. Une fois, j'ai conduit une péniche sur le canal du Midi, et ça s'était bien passé, donc bon, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, là. Puis le fait d'avancer doucement, hein, c'est complètement à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de vivre tous les jours, avec toujours pressé, en voiture ou autre. Là, c'est l'inverse. On prend le temps. On dirait des orgues, ces falaises.
Tu vois, celles qui sont devant là. En plus, surtout le reflet dans l'eau. Brigitte et Fabrice profitent d'une nature sauvage, presque rien que pour eux. Là, je vais la voir. À la tombée de la nuit, ils s'amarrent à l'écart de toute habitation. Hop. On va passer la nuit ici, au milieu de la végétation, sur l'eau, en espérant que notre bouée tienne bien. Non, ça va être... on entend le bruit un peu, ça fait une petite cascade là. Voilà, et ça va nous bercer, je pense, pour la nuit. Non, ça va être chouette. Bravo matelot. Arrivé sain et sauf à bon port, à bonne attache. À cette belle soirée. Salut Jérôme! Ça va? On descend! Ça marche. Quelle bâtisse vous avez, dis donc? Bonjour Jérôme. Ça va? Aurélien. Ravi de t'accueillir. Bonjour, c'est un Julien. plaisir de te recevoir. Ben, je suis très heureux d'être là aussi. Ce village déjà a plein un charme fou. Ouais. Encaissé là, avec les falaises autour. Et puis là, ce bâtiment fait honneur au village en tout cas. Grosso modo, c'est 15e, 17e, mais dans son allure actuelle, c'est 17e. Bon, j'ai hâte de voir ça. Je vous suis? Allez. Faire un petit voyage dans le temps. Oh, très belle pièce à vivre là. Ça fait... Voilà, c'est notre salon d'apparat. Je vois qu'il y a des artistes qui sont exposés là, des peintures, j'ai vu des photos. Vous créez des événements culturels. C'est ça. Il y a deux activités majeures. Il y a les rencontres publiques. Ouais. Donc ça, on en a à peu près une toutes les 3 semaines. C'est des concerts, des expositions, Ah ouais. des rencontres littéraires, etc., des conférences. Et après, il y a les résidences d'auteurs. Je pense que tu sais que l'enjeu dans des territoires ruraux comme cela, le plus dur, c'est finalement la basse saison. C'est-à-dire que quand le froid commence à tomber, que le territoire s'endort un peu, commence un peu à rentrer en hibernation. Et là, évidemment, le travail qu'on mène avec les artistes nous permet de faire vivre le lieu tout au long de l'année. Très chouette. Ça, c'est une des chambres. Oui. Ouais, super. C'est la chambre qu'on a nommée la chambre du vicomte de Turenne. Bon, Autoir était sur les terres des vicomtes de Turenne pendant des siècles. Okay. Et puis surtout, on a une œuvre d'art qui est inscrite au monument historique. Oh là là. Voilà, plafond peint, en fait, qui est peint par des artistes italiens. Et on a la chance qu'il soit dans un état de conservation extraordinaire. Oui, oui, il est quand même dans un état exceptionnel. Et ça, c'est début 17e. Ouais, donc vous avez des trésors dans le trésor lui-même, qui est le manoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais! Vous avez caché une salle de bain. C'est ça, la salle d'eau dans l'armoire. Cette porte, magnifique d'ailleurs. Alors voilà ta chambre. Oh, dis donc! En fait, on est dans l'aile moderne, si je puis dire, celle du 17e. Ouais. Et là, on est au tout dernier niveau, avec une vue qui est assez remarquable sur le ciel. Oui, on surplombe totalement le village, là. On est vraiment dans l'essence même des villages du Quercy, là. Hein. Tu vois, là, dans cette falaise, il y a un château troglodyte qui date de la guerre de 100 ans, qu'on appelle le château des Anglais. Et ce que je te propose, c'est qu'on aille le voir. Ouais. Comme ça, on aura une belle vue aussi sur tout le village. Ah oui, allons-y, allons-y. Allez. Allons nous balader. Tu as dû voir les petites peintures sur les arbres. Oui, c'est un GR, c'est quoi alors ici? Le chemin de Saint-Jacques passe ici. D'accord, Saint-Jacques-de-Compostelle. Tu sais, à Rocamadour, il y a beaucoup de pèlerins. Exact. Voilà, c'est une étape importante. Là, on voit bien, hein, le Causse, ces plateaux vraiment à l'horizontale, quoi. Là, le paysage s'offre à nous. Hein. Ouais.
Waouh. Ah ben voilà, tu la vois là. Ah, il y a une cascade magnifique. Ouais. Ah, c'est beau ça. Ah, on voit poindre une tour. Ouais, nous y voilà. Alors pourquoi le château des Anglais? C'est un lien avec la guerre de 100 ans? C'est ça. Il y a un capitaine de mercenaires qui l'a occupé pendant 10 ans et qui a pillé toute la région à partir d'ici. À l'époque, il était beaucoup plus grand. Il y avait peut-être 100 mètres de plus de long contre la falaise. Ouais, ça se fond extrêmement bien, je trouve, dans le décor. Il domine entièrement là. Et la vallée et les alentours, il y a une visibilité au lointain là. C'est une vraie chance d'avoir un patrimoine comme ça dans un territoire aussi resserré. On a des plus beaux villages de France d'une commune à l'autre. Oui, c'est pas faux. Oui. Haute-Loire, Carénac, Loubressac, à peine plus loin, Turenne, Collonges, Rocamadour. On est à moins de 20 minutes de route les uns des autres. Ouais, c'est la plus grande concentration de plus beaux villages de France de l'Hexagone. Franchement, super fin de randonnée là. Ça valait le coup de grimper. Merci pour ça. Ouais, c'était un plaisir. Ouais, c'était vraiment chouette. Vraiment, vraiment. Tu vois, on va laisser dans les seaux là, allez, on va manger. Doux chemin. Séjour de vendange à la ferme Bouscarel. Un moment très attendu par Clément, paysan depuis toujours et désormais vigneron. C'est la consécration de toute une année de travail qui se passe aujourd'hui. C'est un moment très important. C'est un des plus beaux jours de l'année pour moi. Les vendanges. L'œil bindigne, en occitan. Quand il reprend la ferme familiale en 2016, Clément décide très vite de replanter des vignes sur cette petite parcelle. Il renoue ainsi avec ce qui se pratiquait dans les fermes de cette région du Haut-Quercy. Clément, c'est quelqu'un qui maintient les traditions locales, qui nous transmet aussi un savoir par des choses qu'il a appris de sa famille et qu'on n'a pas forcément continué à maintenir. Et on apprend un peu tous de ces moments de partage. Novice dans l'art de la vinification il y a encore quelques années, Clément s'est entouré d'amis expérimentés et suit l'exemple de son grand-oncle qui avait des vignes sur sa ferme. Puis faire du vin, c'est un rêve d'enfant. J'ai pas dit du bon vin, je dis du vin. La vigne ne représente qu'une petite partie des activités de ce paysan, à la fois cultivateur et éleveur. Tous les matins, il commence par s'occuper de ses animaux. C'est le tour de qui après? On se demande. Mais ce son, on l'entend plus beaucoup dans les fermes. Du lait qui tape dans le seau. On entend plus ce... Mais bon, j'ai que 2 chèvres à traire à la main, c'est bon. C'est pour ça. On va venir manger le blé. Clément a aussi des poules, des lapins, un troupeau de brebis et cultive des céréales et des arbres fruitiers. On nous a spécialisés, on nous a mécanisés. Et même des fois, on se targue d'être des spécialistes de telles choses et de telles productions. Mais ça marche pas, ça. Ça peut pas marcher. Puisqu'en plus, si tu es spécialiste de la noix, quand la noix, il n'y en a pas ou qu'elle se vend pas, eh ben, t'es comme un con. Être spécialisé, c'est travailler contre. Être diversifié, c'est vivre avec. Miou, Belaki. Oh là là, ici il est beau ce nan. Quand on remplit des papiers, on est exploitant agricole. Ça dit tout, hein, ça dit tout ce que ça dit, exploiter la terre. Vraiment, c'est pas mon objectif dans la vie d'exploiter. Du coup, voilà pourquoi je dis que je suis paysan. Un paysan attaché à sa terre et à son village. Creys, situé au bord de la rivière Dordogne. Cet enfant du pays se dit avant tout quercinois.
Moi, je parle la langue qu'on a parlé ici pendant plus de 1000 ans, l'occitan, la langue d'oc. Quand je dis que je suis quercinois, je me sens faire partie de ce paysage, de ce pays. Avec ma pratique et ma vie, je façonne un peu le paysage, mais c'est surtout le paysage qui me façonne. Clément est devenu une sorte d'ambassadeur de son Quercy natal, invité dans toute la région à raconter des histoires entendues dans son enfance. Ça peut paraître assez opposé, l'art du conte et l'art de la paysannerie. Mais en fait, ça se complémente énormément. Et ces deux vies, moi, elles sont intimement liées. Et le paysan nourrit le conteur nourrit le paysan. Ce soir, il va conter dans un village situé aux confins du Haut-Quercy et du Limousin. Comme d'habitude, il se mêle aux spectateurs avant de monter sur scène. Ouais, c'est rigolo. Ouais. J'aime bien être au contact des gens et discuter avec eux. Ça fait passer le tacou. Le tacou, c'est le tac. Avec sa chienne, Lune, pour seul partenaire, il transmet les histoires héritées de son grand-père et de son grand-oncle. Mon papy disait, autrefois, les blés, on disait qu'ils étaient grands comme les hommes qui le cultivent. Des contes peuplés de légendes et de personnages merveilleux. Ils le reconnaissent tout de suite. L'Oudrac. Le drac. Le drac, personne ne peut le tenir ni le contenir. Il a des pouvoirs puissants, il peut se transformer en toute chose. Clément profite de ces vieilles histoires pour pointer certains travers actuels. Il y en a qui sont programmés comme ça. Quand ils ont des choses et que tout va bien et que ça marche bien comme ça, non. On en veut un peu plus, tu sais. Mai mai. Et tout sur mai. Et encore mai. Et mai. Plus t'en as, plus t'en veux. Et plus t'en as, moins tu es. Dans les contes, et depuis toujours, il y a des messages universels. C'est ne jamais refuser l'hospitalité à quelqu'un. Prends juste ce dont tu as besoin, pas plus, pas moins. C'est des messages de bonne conduite envers soi et surtout envers la terre, à son prochain, tout ça, quoi. Au chant ou à la scène, Clément, le paysan conteur engagé, n'oublie jamais le passé pour mieux préparer l'avenir. Merci. Est-ce qu'on a des volontaires pour rejoindre l'armée du roi? Allez, mon camarade. Voilà. Oh, magnifique. Merci. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Vous faisiez ça au Moyen-Âge déjà? Non, parce que sinon... Oui, là, je vais vous laisser. J'ai un truc à faire. Très bien, ça. Voilà, parfait. Ah, voilà ce qu'il me fallait, mon sang. Jérôme, on a besoin de toi. Tu m'as fait peur. Bah oui, je te cherchais. Ça va, Charles? Ça va bien et toi? Oui, très bien. Bah oui, très bien. Je m'attendais pas à te voir déjà costumé. Ah bah si, parce que là, on a besoin de toi, quoi. Vous avez un spectacle à suivre? Oui, tout à l'heure, et justement, il nous manque un comédien. Ah bah oui, t'es tombé vraiment sur la bonne personne. C'est une recrue de choix. Ouais, c'est très sympa cette petite exhibition. C'est sympa, c'est des camarades, là, des collègues qui font ça. Ils sont cascadeurs, et casse-cou baratineurs. Attention, défendons! C'est excellent. Les gamins adorent. Ils adorent ça. Bah, d'ailleurs, les gamins, il y en a autant ici que les comédiens. Je pense que vous êtes tous des grands enfants. Hein, complètement. À jouer avec vos costumes, là. Alors, depuis tout petit, je pense qu'on a tous rêvé d'être chevalier, de faire du combat. Ça, c'est des choses qu'on adore. Alors, j'aimerais bien que tu me fasses faire un tour un petit peu du site, de l'abbaye, que je vois un peu les... J'ai vu qu'il y avait des stands en arrivant. Ah bah, il y a plein de choses à voir. Tu veux m'expliquer un peu qu'on y tout ça? aille tous les deux? Ouais, d'accord. Bah, je vais te montrer ça, alors. Allez, hop. Donc là, c'est l'abbaye de Belle-Perche. Fondée au XIIe siècle. Ouais.
Bâtie en briques au XIIIe siècle. Ah. Bon, elle a été abîmée pas mal quand même pendant les guerres. Guerre de 100 ans, un petit peu les guerres de religion aussi. Okay. Mais restaurée entièrement au XVIIIe siècle. Et donc cette fête médiévale, elle existe depuis combien de temps? C'est la 18e édition. Ah ouais. C'est une des plus anciennes fêtes que je connaisse de France. Toi, tu t'intéresses à cet univers du médiéval depuis combien de temps? Donc j'ai commencé par la reconstitution médiévale. À reconstituer en fait, c'est refabriquer nos costumes, nos épées, nos équipements, un petit peu pour que ça ressemble le plus possible à ce que ça pouvait être à l'époque. C'est le médiéval qui t'a emmené à la comédie? Complètement. Ok. Moi je suis pas du tout comédien au départ, j'étais plombier. Ah oui, rien à voir. Rien à voir. D'accord. Non, j'aimais fabriquer, j'aimais construire. D'accord. Mais j'étais pas du tout forcément... j'aimais bien faire le clown, il paraît, d'après mes parents. Oui. Alors je regardais ça un petit peu là, c'est ça c'est original pour le coup ce casque là. On n'en voit pas souvent. Non. C'est des casques à rouelle. À rouelle. Alors celui-là, il est assez particulier parce que vraiment c'est le casque qui va être porté par les soldats. Puisque le soldat, c'est celui qui va faire la guerre en échange de la solde. Tout simplement, la solde, c'est son salaire. Donc on a vraiment la cervelière et les deux rouelles qui viennent sur les côtés. Ah, super, écoute, là tu m'as fait voyager quand je me suis retourné, j'ai sursauté. Je m'attendais pas à te voir comme ça en fait. Mais j'adore. Donc ça, c'est ton espace de jeu? Tout à fait. Où tu vas faire ton spectacle? Voilà. C'est ton camarade? C'est mon collègue là. C'est ton collègue? Roger. Je passe, je rentre dans le décor. Oui, c'est pas la tenue, mais enfin. Ça va, Roger? Enchanté. Bienvenue sur le camp. Merci. Alors, explique-moi un petit peu ce camp, quelle époque, qu'est-ce que ça raconte cet endroit? Ici, on est dans un campement de soldats. Ok. Un campement de soldats du 15e siècle. On est en pleine guerre de 100 ans. Donc là, nos ennemis à nous, c'est les Anglais. Et là, un campement de fortune, puisque on a des tentes qui sont assez sommaires quand même. Ouais. Et alors, ça veut dire que là, ce que je vois, je connais pas le nom de toutes les machines, hein, c'est vous qui avez fabriqué ça? Entièrement. Ah ouais, c'est génial. Alors, pour refabriquer ces engins, il y a plusieurs sources possibles. On s'est basé soit sur des enluminures d'époque, des travaux d'historiens, des livres qu'on a lus. Nous-mêmes, on n'est pas historiens, mais quand on essaye de fabriquer ces engins, on essaie de chercher les sources. Oui, bien sûr. On se documente. Apparemment, vous avez une défection au niveau de votre effectif? Oui, on a un comédien qui nous a lâchement abandonnés. Non, mais c'est vraiment vrai, parce que depuis le début, il a une maladie, je sais pas, douteuse. Dysenterie, mal mort, la peste, je sais pas. C'est des choses qui arrivent. Oui, un truc pas contagieux, quoi. Ça va. On vient demander un peu de secouer les mains comme ça, il y a les doigts qui s'envolaient dans tous les coins. On s'est dit, oh là là, celui-là, on peut le garder. Non. Approchez sans crainte. N'ayez point peur, nous ne sommes pas venus ici pour apporter les malheurs de la guerre aux sournoiseries. Non point, bien au contraire. Nous sommes en ce lieu pour vous instruire sur l'art de la guerre. Alors approchez. Alors je vais me présenter rapidement, je me nomme Roger Coquillard, et voici là mon compagnon d'infortune, Pied-Gras. C'est mon papa, c'est lui qui m'a appelé Pied-Gras quand j'étais tout petit. Donc nous sommes tous deux, comme je le disais, des hommes d'armes. Et notre métier, c'est de faire la guerre. Et la guerre, nous la faisons contre nos ennemis de toujours. Vous savez qui ils sont? Les Anglois. Les sales colons. D'ailleurs, on va vous montrer une arme capable de lancer des projectiles à grande distance. Alors pour jeter des grosses pierres, je vous conseille d'utiliser le célèbre... le trébuchet. Voilà, exactement, le trébuchet. Les trébuchets sont exclusivement utilisés pour lancer des pierres sur les châteaux, sur les places fortes. T'en es où là? Y a plus qu'à. Regarde. Attends, j'ai une idée. Ouais. Et si on prenait à ma place un volontaire là? Gralon. Ouais, je suis là. Un peu gralon à la détente, quoi. C'est lui qui va déclencher le trébuchet. C'est là. C'est bien, il a une cuirasse, il a un casque. Hein? C'est pas mal ça. Si je peux rendre service. Et là, Gralon, tu vas tenir la petite cordelette avec tes deux mains. Dernière consigne de sécurité, il faut toujours reculer d'au moins 4 pas. Toi, Gralon, tu peux pas, la corde est trop courte. Ouais. Attention, c'est bon, t'es prêt, Gralon? Comme jamais. Allez, vas-y, tire. Voilà. Allez, Gralon, t'as magnifique, hein. Allez, vous avez vu un peu? Magnifique. On peut l'applaudir, Gralon. Hein. Merci. Merci beaucoup. Merci les guerriers. Créé il y a 25 ans, le parc naturel régional des Causses du Quercy s'étend sur plus de 180 000 hectares, soit un tiers du département du Lot. Il abrite une mosaïque de paysages. Donc c'est des nichoirs qui sont ronds. Il y en a 10 qui sont répartis en 3 groupes. Dominique et ses collègues sont chargés de préserver les richesses de ce milieu fragile. Une fois par an, ils vérifient que les nichoirs installés pour les chauves-souris forestières sont bien en place.
On place des nichoirs parce que on veut étudier un petit peu ces chauves-souris. Et on a aussi un déficit de vieux arbres aujourd'hui dans les forêts françaises, globalement. Et il nous faudrait à peu près 10 à 15 vieux arbres à l'hectare pour pouvoir accueillir ces chauves-souris. C'est elles qui vont protéger la forêt des pullulations de certains insectes. Lors de ces sorties sur le terrain, les naturalistes en profitent pour observer la faune et la flore qui se développent sur les pelouses sèches emblématiques du Causse. C'est vraiment une petite orchidée qui fleurit à l'automne. Ça s'appelle spirante parce que les fleurs tournent en spirale. Ces paysages sont entretenus par les activités pastorales. Les équipes du parc veillent à l'équilibre entre la nécessaire présence des troupeaux et la préservation du milieu naturel. On a une mare aménagée par la main de l'homme pour pouvoir constituer des réservoirs d'eau qui permettent en fait aux troupeaux de venir s'abreuver. Il y a eu quelques bouses de vache. Peut-être qu'il faudrait un petit peu une mise en défense sur certaines périodes pour ne pas avoir des bouses de vache aussi près. Mais sinon, vraiment, elle est en bel état, quoi, hein. Le parc régional des Causses du Quercy s'est aussi donné pour mission de valoriser ce territoire et de le rendre accessible à tous. Cet après-midi, c'est facile. On a 4 km et demi. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Ok. Allez, et ben c'est parti. Des animations adaptées aux personnes en situation de handicap sont régulièrement organisées, comme cette randonnée avec un accompagnateur nature. Il y a des personnes qui viennent de 2 foyers d'hébergement, des personnes qui sont en situation de handicap psychique. J'adapte un petit peu les activités et les contenus, on va dire dès le départ. Il n'y a aucune difficulté technique sur ce tronçon, ce qui permet de se concentrer vraiment sur la découverte du territoire et de son environnement. Et là, sur le côté, on a une cuvette. Et c'est ce qu'on appelle une doline. Alors, une doline, c'est un peu l'inverse d'une colline. Une colline, ça monte, et une doline, ça descend. Nous, on essaye de vraiment être un peu le point central, de rassembler un peu toutes les initiatives qu'il peut y avoir sur le territoire et de s'en faire le relais. C'est possible pour des personnes en situation de handicap de venir découvrir le territoire et pratiquer des activités de pleine nature ici. Il va falloir venir bien enlever au maximum tout le blanc, là. Je récupère mon petit bout de plastique, je le mets là, et ça va nous donner ça. Allez, l'aventure continue, c'est reparti, c'est par là. Je me sens totalement bien, vraiment relaxé, détendu. C'est le contact de la nature, écouter, attentif de la nature. Le parc, c'est aussi l'un des ciels les plus purs de France. On parle de triangle noir du Quercy. C'est ce qui a poussé Emmanuel, passionné d'astronomie, à s'installer dans la région il y a 4 ans. Là, on est vraiment au cœur du parc naturel régional des Causses du Quercy, sur un site d'astronomie qui est assez sympa parce qu'on a une vue quasiment à 360 degrés et avec peu de pollution lumineuse. Emmanuel est un astronome nomade. Il se déplace dans tout le parc naturel avec son matériel pour des soirées d'observation du ciel avec les promeneurs. Bon, enchanté, Emmanuel. Ouais. Le ciel a l'air pas mal ce soir, donc je pense qu'on va on va se régaler. Ces 3 amis vont pouvoir observer des astres à plusieurs millions d'années-lumière de notre planète. On va essayer d'aller observer en fait un astre qui est de passage en ce moment. C'est une comète. Donc les comètes, elles sont périodiques ou alors elles sont de passage. Et là, celle-là, elle a une période, en fait, on la reverra que dans 80 000 ans. Allez, pour l'honneur. Merci. Alors Camille, est-ce que cette comète, tu peux la visualiser ou pas? Oui, carrément. Une traînée énorme. Tu fais coïncider le point brillant que je t'ai montré tout à l'heure. Guidés par Emmanuel, les participants observent amas d'étoiles, galaxies, et même la planète Saturne. Non mais là je la vois trop bien. Ah ouais, c'est cool. Tu vois pas les détails mais tu vois l'anneau et tout. C'est ça, c'est ça.
de se dire qu'on a ça, du coup, ici, pas loin de chez nous, on peut en profiter toute l'année. C'est juste un bonheur. Après une soirée dans le parc du Quercy, les visiteurs repartent des étoiles plein les yeux. Ces messieurs, bravo. Hein. Merci à toi. Les gens ont apprécié, je crois, votre petit show avec à la fois les petits placements historiques, l'humour. Les Anglais doivent apprécier aussi, j'ai l'impression. Les Anglais, ils adorent ça. Oui, ils se font taquiner. Oui, ce matin, on en a eu un qui est venu nous voir, qui nous a un peu provoqué pour rire. Mais, ouais. Sympa. Jérôme? Mais non! Mais si! Qu'est-ce que vous faites là? Quelle tenue! Je peux pas vous embrasser, mais la cuirassier en tout cas. Ah oui. Oh, c'est très élégant. Mais j'ai été invité à participer au spectacle de ces messieurs. Bonjour. Et très bien le spectacle, hein. Ouais. C'est super. Ah, vous avez tout vu, génial. On tenait à te saluer avant que tu partes. Oui, c'est ton dernier jour dans le Quercy. J'ai vu des magnifiques choses. Hein. Franchement, j'ai été agréablement surpris par mes découvertes. Alors, des villages perchés incroyables et médiévaux. Alors ça. C'est vrai qu'on est au cœur du médiéval ici, dans cette région. Ouais, l'histoire vraiment témoigne d'un patrimoine exceptionnel. Franchement, je reviendrai parce qu'il y a sans doute beaucoup de choses encore à découvrir. Merci à tous et j'ai envie de dire merci au Quercy, hein, même Quercy beaucoup. Et comme disent les Anglais que vous aimez tant, Quercy a lot. Hein. Ah oui, parce que c'est le département. Non, ça marche pas. Ok, bon, c'est pas grave. Bon, je vous dis à très vite en tout cas pour de nouvelles échappées belles dans d'autres contrées lointaines, évidemment accoutrées différemment, je vous le promets. Vous pouvez voir cette émission et revoir cette émission replay, suivre les coulisses des tournages sur les réseaux sociaux. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Comment on disait au Moyen-Âge? À la revoyure. À la revoyure, bien Camille. Et à la revoyure. Ah, je fais du bruit encore, moi.